Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Droits humains et enjeux du numérique avec Amnesty International France et la Ligue des droits de l'homme, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une lecture buissonnière de Vincent Calam, le numérique et l'affaire de toutes, et aussi Retex Ipsum Lorette dans une nouvelle chronique des Costi. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de plaidoyer pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 2 juin, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie Chamard. Salut Julie. Bonjour à tous et bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons donc commencer par une nouvelle lecture buissonnière de Vincent Calam, ou Comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Aujourd'hui, Vincent poursuit sa lecture du numérique et l'affaire de toutes d'Isabelle Collet. Salut Vincent. Salut Étienne. Oui, dans la précédente chronique, j'avais rapidement survolé les différents chapitres de cet ouvrage, donc paru aux éditions Le Bord de l'eau, indiquant que j'allais revenir plus particulièrement sur le chapitre 3, intitulé « La masculinisation de l'informatique ». Ayant appelé dans son chapitre 2 les mères de l'ordinateur la présence de nombreuses femmes dans le monde balbutiant de la programmation dans les décennies qui ont suivi la guerre, Isabelle Collet s'interroge dans ce chapitre 3 sur le point de bascule qui a fait de l'informatique un bastion masculin. Alors, nuançons cependant, il s'agit d'un bastion masculin dans le monde occidental plus particulièrement. Isabelle Collet cite en effet une étude sur la Malaisie au début des années 2000, montrant que les femmes sont très présentes dans l'informatique, y compris dans les plus hauts postes de l'enseignement. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un travail remarquable sur la parité dans son université ? Hélas non. La vérité est ailleurs et c'est bien du côté des représentations culturelles qu'il faut regarder. Pour les femmes interrogées par l'étude, l'informatique est choisie parce que ce n'est pas un travail de force, qui n'est pas un travail physique, qui évite la promiscuité du travail en usine. Je cite l'explication sociale que nous en donne Isabelle Collet. Quand la Malaisie a redéfini les contours de la famille moderne dans ses discours officiels, elle a établi un double rôle pour les femmes du XXIe siècle. Elles doivent être des filles qui travaillent pour permettre à leur famille d'entrer dans la modernité, puis des mères qui inculqueront des valeurs progressistes à leurs enfants. Les métiers du numérique sont remarquablement bien adaptés à ce programme, entre tradition et modernité. Alors, Isabelle Collet ne dit évidemment pas que l'exemple malaisien est à suivre. Il rappelle surtout que l'informatique n'est ni féminin ni masculin par nature, et que tout est affaire de perception sociale et culturelle. Dans un registre tout différent, ça m'a fait penser au football. En Europe, taper dans le ballon, cela reste bien ancré dans les esprits que c'est un truc de garçon, alors qu'aux États-Unis, c'est un sport féminin, leur équipe féminine étant d'ailleurs une des meilleures du monde, alors que la masculine ne fait que de la figuration. Nous le verrons bientôt. Comme disait Blaise Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. D'une certaine manière, cela rend optimiste. On peut travailler sur les perceptions mentales, même si cela prend du temps. Alors, comment s'est opérée cette masculinisation de l'informatique dans la sphère occidentale ? Ma collègue de chronique, Florence Chabanois, a déjà évoqué cette question, sa chronique de l'émission 272 du 31 mars 2026, intitulée « Le prestige à un genre », que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site de l'émission, et dont je citerai cette seule phrase « L'informatique est devenue une activité reconnue, stratégique, lucrative, et là, les hommes sont arrivés et les femmes sont parties. » Pour Isabelle Collet, la bascule, c'est l'arrivée de l'ordinateur individuel dans les années 80. À cette époque, il est entré dans les chambres des adolescents, dans celles des garçons et non des filles, et n'en est plus sorti, en particulier dans notre imaginaire collectif. L'image de l'adolescent asocial et surdoué apparaît très vite dans la culture populaire, éclipsant toutes les autres représentations de l'informatique. Et quand le nombre de formations en informatique explosait dans les années 90, ce sont ces adolescents devenus étudiants qui masculinisent fortement la filière. Comme le dit Isabelle Collet,
Ce que ces adolescents étaient venus chercher avec les ordinateurs, c'est un pouvoir sur le monde, et ils l'ont trouvé. Alors, je trouve l'association de l'idée de puissance à celle de l'informatique comme cause de la masculinisation me paraît très juste. Je m'étais fait une réflexion d'ailleurs à l'écoute de la chronique de Florence Chabanois, alors je précise, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle, à propos de la pertinence du terme prestige. Je comprends bien l'usage qu'elle en fait dans sa chronique, mais mon sentiment personnel, c'est qu'à l'échelle de la société, j'accolerais difficilement les termes informatique et prestige. L'image du geek asocial, voire carrément autiste, est en effet tenace. J'ai connu des parents de catégorie sociale supérieure s'inquiéter que leur fils fasse de l'informatique, alors qu'ils le verraient plutôt avocat ou diplomate. Les personnalités médiatiques actuelles n'arrangent rien. Elon Musk est un homme puissant, mais a-t-il du prestige ? On se courbe devant l'homme le plus riche du monde, mais le respectons pour autant. Nous ne sommes pas loin de la figure populaire du savant fou, avec lui. L'association entre informatique et illuminé a encore de beaux jours devant elle. Pour moi, et c'est la réflexion que je fournirai en guise de conclusion, ce hiatus entre puissance et prestige propre à l'informatique doit être considéré avec beaucoup d'attention, en particulier si on va introduire de la diversité. De fait, oui, disons-le, l'informatique peut être un refuge pour des personnes qui se sentent en marge du jeu social dominant et qui y trouvent une source de puissance susceptible de renverser la table et de se venger de frustrations réelles ou fantasmées. Faire mentir l'image du geek asocial et d'imiurge est un vaste chantier qui sera utile pour tout le monde. Les hommes qui, comme moi, ont déjà un pied dans l'informatique et les femmes qui aspirent à y entrer. Merci beaucoup Vincent pour cette nouvelle lecture buissonnière, passionnante et éclairante. On rappelle que tu me parlais du livre d'Isabelle Collet, Le numérique à l'affaire de toutes. Et on se dit au mois prochain pour une nouvelle chronique ? Non. Tu vois, j'ai pas suivi les... Mais en juillet, non. On est déjà en juin, donc oui, en juillet, non, il n'y aura pas d'émission. À la rentrée, a priori, oui, c'est ça ? Alors après, comme je suis sur le site de l'April, je pense qu'à l'entrée, j'aurai pas l'énergie. Voilà. Mais on rappelle que tu es un bénévole, effectivement, très actif de l'April, et on te remercie pour ça. Et on verra à la rentrée. Oui, je reviendrai en 2027, voilà. Peut-être. Sur le principe, tu as toujours envie de continuer, c'est ça. Encore merci Vincent, je te souhaite une bonne suite d'après-midi. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de droits humains et d'enjeux du numérique. Avant cela, nous allons écouter Don't You Get It par Damien Ogo-Rodoff. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. There are times I get a feel I'm all alone. Guess it's just them beer drinking women who make me so cold. Said, don't you get it? I said, I don't know. Then go alone. Told about them troubles in the city I came from. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. 'Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? Night fell in without asking the clouds to stop the rain. We've been sitting here for a hell lot of hours, words in vain. I said this place has been quiet so far. She said, let's make it louder. So we were dancing, we were shaking up the bar. The alcohol moon. Don't you be alone with a crazy mind and a heart of gold. 'Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it?
you be alone with a crazy mind and a heart of gold? 'Cause it's awful being on your own. Baby, don't you get it? Nous venons d'écouter Don't You Get It par Damien Okorodov, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant à notre sujet suivant. Pour notre sujet principal, nous allons discuter des enjeux du numérique à l'aune des droits humains, avec deux organisations essentielles en la matière que je me sens très honoré de recevoir dans Libre à vous, Amnesty International France et la Ligue des droits de l'homme. Plus précisément, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Maryse Artiguelon, co-responsable du groupe de travail Liberté et Technologie de l'information et de la communication pour la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Maryse. Bonjour. Et Katia Roux, chargée de plaidoyer technologie et droits humains pour Amnesty International France. Bonjour Katia. Bonjour. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/277 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Donc Katia, Maryse, bonjour. Je vous ai déjà dit bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous représentez respectivement, comme je l'ai dit, Amnesty International France et la Ligue des droits de l'homme, deux organisations historiques de défense des droits humains. Peut-être pourriez-vous, pour commencer, présenter vos organisations et puis peut-être aussi dans le même temps définir cette notion de droits humains. Qui se lance ? Katia ? Non ? Ou Maryse ? Je sais pas vous... Maryse, vas-y. Allez, moi je veux bien commencer. Alors, je peux annoncer une grande nouvelle, c'est que au dernier congrès de la Ligue des droits de l'homme la semaine dernière a été adoptée une troisième dénomination qui est Ligue des droits humains. Et voilà, je pense que ça fera plaisir à beaucoup. Super. Voilà. Donc, on y est enfin arrivé. Voilà. Donc, la Ligue des droits de l'homme a été créée en 1898. Désolée, je continue à dire Ligue des droits de l'homme. C'est une question d'âge. Voilà. En 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus, donc qui avait été accusé par antisémitisme d'avoir trahi la France. Donc la Ligue des droits de l'homme s'est créée pour le défendre et pour défendre tous les droits de toutes les personnes victimes de l'arbitraire. Et depuis, évidemment, on a étendu notre champ d'action puisque c'est une organisation qui défend tous les droits, la liberté d'expression, les droits économiques, sociaux, culturels, mais qui combat le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Voilà. Donc, je pourrais être beaucoup plus longue, mais je pense que c'est pas le but de l'émission. Non, mais c'est intéressant de savoir d'où vous parlez en tant que qu'association. Katia ? À mon tour. Alors, merci pour l'invitation. Donc, Amnesty International, c'est un mouvement international, comme son nom l'indique, qui vise à promouvoir et défendre les droits humains partout dans le monde. Donc, par droits humains, on fait référence aux droits qui sont consacrés dans les grands textes internationaux. Donc, Maryse a parlé de droits économiques, socio-culturels, des droits aussi politiques. Et donc, effectivement, Amnesty, depuis plusieurs décennies maintenant, se mobilise pour défendre, protéger ses droits à travers des recherches sur les violations partout dans le monde de ces droits, à travers des campagnes de mobilisation, de sensibilisation, à travers un travail de plaidoyer pour interpeller les décideurs et faire en sorte effectivement que les États, les entreprises respectent leurs obligations internationales. Et donc Amnesty International France, c'est la branche française du mouvement international qui a des représentations, ce qu'on appelle des sections nationales dans plusieurs dizaines de pays. Je crois qu'on en est à 70, un peu plus de 70 pays, et qui donc vont relayer les campagnes d'Amnesty, les recherches d'Amnesty et les demandes auprès donc des décideurs économiques, politiques, pour favoriser la reconnaissance et l'expression, l'exercice de ces droits partout dans le monde. D'accord. Une question peut-être aussi sur votre fonctionnement, et en fait c'est aussi une manière pour vos deux organisations peut-être faire un peu de pub sur votre financement. Est-ce que vous faites des appels à dons, et là c'est l'occasion d'en faire un le cas échéant, et des appels aussi à bénévolat? Est-ce que il y a comment on peut participer et contribuer aux actions de la Ligue des droits de l'homme, Ligue des droits humains et d'Amnesty International France notamment?
Katia, puisque tu as la parole, tu continues. Je reprends la parole. Alors, Amnesty International est financé uniquement sur les dons et les adhésions. On reçoit aucun financement public, aucune subvention publique, pour des principes donc d'indépendance en fait. L'indépendance financière finalement amène aussi à l'indépendance politique. Donc, pour nous aider, vous pouvez adhérer à Amnesty International France et ça peut se faire de plein de manières différentes. On a des structures locales dans toutes les villes en France, enfin pas toutes, mais beaucoup de villes en France. On a des antennes jeunes dans les universités, voire même dans certains lycées. On peut devenir donc bénévole aussi, rejoindre l'équipe salariée au secrétariat à Paris pour rejoindre des commissions thématiques ou des commissions géographiques. Enfin, il y a plein de manières pour s'engager auprès d'Amnesty, donner de son temps, donner un peu d'argent à un moment où les droits humains sont extrêmement attaqués partout dans le monde, y compris en France. Alors pour la Ligue des droits de l'homme, c'est un petit peu la même chose. On peut adhérer, on peut être bénévole et on peut être membre de groupes de travail sans être forcément adhérent. Donc tout ça est précisé sur le site de la Ligue des droits de l'homme, ldh-france.org. Donc la Ligue a plus de 10 000 adhérents. Elle vit de ses cotisations. Les adhérents sont regroupés en groupes locaux qu'on appelle sections et il y en a plus de 200. Donc les sections ont un fonctionnement plus ou moins autonome dans la ligne notamment des congrès et des résolutions de congrès. Et elle reçoit aussi des subventions, mais uniquement sur des subventions sur des projets et pas des subventions de fonctionnement. Ce qui donne une certaine liberté à partir du moment où on réalise les projets qui ont été financés. Donc voilà, ça donne une certaine liberté, mais on a toujours besoin de plus de militants et notamment dans la période actuelle et notamment en vue des prochaines élections. Oui, je pense qu'on va rentrer dans une année, enfin on est rentré dans une année qui va être complexe. Bon, alors vous avez parlé de groupe de travail. Alors, vous avez compris ici effectivement une émission qui parle de liberté informatique et je pense que c'est un sujet qui, de toute évidence, intéresse vos structures et notamment par j'ai cité vos intitulés de poste ou de ce que vous faites pour dans le cadre de vos organisations respectives. Est-ce que pour le moment vous pouvez détailler Marie, est-ce que tu as la parole? Toi tu es, je le rappelle, co-responsable du groupe de travail Liberté et technologie de l'information et de la communication. Et rien qu'à ce titre, donc parler de droits de l'homme, rien qu'à ce titre on sent que c'est un groupe de travail qui remonte, parce que c'est vrai que on parlait de ces technologies de la communication et de l'information, ça remonte à quelques années effectivement. Oui, c'est un groupe de travail qui s'appelait au départ le groupe de travail informatique et liberté, puisqu'il a été créé à peu près au moment où la loi de 1978 a été votée. J'y étais pas, mais j'aurais pu. Mais donc il a changé de nom et effectivement on s'occupe de toutes les questions d'informatique donc depuis 1978 et même avant, puisque la Ligue pendant la dernière guerre a été victime du fichage qui a pu être fait, et c'est vrai que ça a donné une certaine sensibilité quand il y a eu le projet Safari, donc qui était le rassemblement de tous les fichiers à l'époque. Alors il faut dire que depuis Safari a été bien dépassé. Oui. Et on peut dire que ça a été pour nous un échec. Mais voilà, donc on se bat depuis le début contre le fichage, contre la surveillance, contre le profilage, contre la surveillance dans les lieux publics, dans l'espace public avec la vidéosurveillance. Enfin, il y a vraiment plus le numérique tel qu'il est quasiment imposé. Et maintenant, il y a un combat pas contre l'intelligence artificielle, mais contre certaines utilisations de l'intelligence artificielle. Donc ça, voilà, c'est un travail quotidien, même si moi je ne suis pas salariée, je suis militante, bénévole, et comme je suis retraitée, je peux travailler à temps plein sur le sujet. Tu vas garder la parole un instant, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi de voir... Alors, tu vas pas nous refaire toute ton histoire, mais comment tu en es arrivé finalement à rejoindre ce groupe, dans le sens, et quel est ton rapport avec l'informatique? Et que c'est un sujet qui est pour toi, peut-être professionnellement ou dans tes formations, ou pas du tout, finalement c'était juste un sujet d'intérêt. Quel est ton rapport à l'objet informatique? Il faut dire que quand j'étais salarié, j'étais consultant informatique, donc effectivement, alors maintenant je suis sur les questions
professionnelle, je suis absolument dépassée. Donc voilà, quand j'avais commencé avant à travailler sur ce sujet. C'est de là pour qu'on la vient ton Ligue, appétence. mais effectivement là, j'ai gardé cette appétence. Très bien. Katia, même question. Déjà, parle-nous de ton poste, et finalement comment Amnesty International et Amnesty International France s'intéressent au sujet numérique. Et puis, je veux bien aussi savoir. Ouais. D'où te vient peut-être cet intérêt pour cette matière. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on pense à Amnesty International, on pense pas tout de suite au numérique parce que on a des combats historiques qui nous viennent en tête de conflits, protection des populations, migration, peine de mort, prisonniers politiques. Mais le fait est qu'il y a 10-15 ans, la question de l'impact sur les droits humains des technologies s'est vraiment imposée. Partout où on travaillait, que ce soit dans le contexte du contrôle aux frontières, du maintien de l'ordre, de l'expression de la société civile, on s'est rendu compte que les États utilisaient abusivement ces outils, que les entreprises les développaient hors de tout cadre, dans une opacité totale. Et donc, c'est devenu un sujet qui s'est imposé pour Amnesty International, qui est devenu une priorité de travail, avec un mouvement qui s'est structuré aussi autour de ça, une équipe dédiée qui s'appelle Amnesty Tech, des labs qui vont effectivement développer des méthodologies, développer des recherches, etc. Et pour Amnesty France, on a suivi un petit peu le mouvement, puisqu'on travaille évidemment de concert avec le niveau international. Et depuis maintenant, on va dire 5-6 ans, la question de l'impact des technologies sur les droits humains s'est aussi imposée, notamment au regard de leur utilisation faite par les autorités françaises, qui comportent des risques pour les droits humains. Et donc, ce travail est mené sur plusieurs terrains. Effectivement, la question de la surveillance étatique, qui va de la surveillance ciblée à travers des logiciels espions jusqu'à la surveillance de masse à travers le déploiement de reconnaissance faciale, par exemple. La question de l'utilisation des algorithmes dans les services publics, la question du modèle économique des big tech. Enfin, tous ces développements-là impliquent des conséquences sur les droits humains. Et moi, en tant que chargée de plaidoyer, en réalité, j'ai commencé il y a presque 10 ans maintenant à Amnesty France, plutôt sur la question des libertés individuelles et collectives. Je travaillais essentiellement sur les questions d'espace de la société civile, donc les libertés fondamentales, expression, réunion, association. Et là encore, on est venu finalement percuter des questions technologiques, numériques, puisque de plus en plus, les outils répressifs utilisés par les États, les outils déployés par les entreprises étaient des outils numériques. Donc, ça s'est effectivement imposé et dans mon travail, j'ai évolué vers cette question des technologies et des droits humains et je suis contente de cette évolution parce qu'effectivement, on a un moment, notamment en tant que chargé de plaidoyer, où on essaye de porter auprès des décideurs économiques ou politiques, en tout cas auprès des acteurs qui peuvent faire changer les choses, des recommandations. On est à un moment où il se passe beaucoup de choses, où le droit n'est pas complètement installé, où évidemment la technologie se développe toujours beaucoup plus vite que le droit. Et donc, il y a encore des batailles à mener, même si on a l'impression que on est un peu dans une asymétrie de pouvoir et que c'est souvent un combat de David contre Goliath. Mais il y a des choses à défendre, il y a des îlots de résistance, il y a des combats qui se gagnent. Et donc, c'est aussi ce qui me motive au jour le jour. Parfait. Et donc, tu as rappelé charger le plaidoyer. Et donc, ce que je comprends, c'est que parmi les actions, et je pense que c'est le cas d'autres structures, il y a effectivement dans le plaidoyer, ça reprend un peu cette représentation d'intérêt. Pour caricaturer, on fait du lobbying d'intérêt général, on essaie d'influencer ou de convaincre les décideurs publics, ou en tout cas ce qu'on fait à l'April, et c'est ce que me semble percevoir, ce que vous peut être amené à faire avec des droits humains ou Amnesty International France. Et je dis ça parce qu'en mars 2026, vos deux organisations ont été auditionnées par une commission d'enquête de l'Assemblée commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique, aux côtés de nos camarades de la Quadrature du Net qu'on salue. Et c'est d'ailleurs en écoutant cette très intéressante audition que je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir vos avis de faire le lien entre la défense des droits humains et pour résumer l'impact du numérique. D'ailleurs, on partagera le lien de la vidéo de cette audition sur le site de l'émission. Et il me semble qu'un des principaux sujets que vous avez évoqués dans le cadre de cette omission était celui des réformes annoncées au niveau européen, qui effectivement, quand ça touche aux technologies, le droit européen est très souvent le niveau compétent, on va dire, pour encadrer les usages liés au numérique. Et il y a une réforme en cours qui est en train de discuter. Alors, je sais plus exactement où ça en est. Il y a eu beaucoup d'actualités, de rebondissements, j'ai même envie de dire, incarné dans ce qu'on appelle le paquet
omnibus et qui donc a priori touche un grand éventail de droits différents. Qu'est-ce qu'il faut bien présenter déjà ce sujet? Qu'est-ce que c'est ce paquet omnibus? Maryse. Vas-y. Oui, alors le paquet omnibus, c'est un ensemble de réformes, de règlements européens. Alors, on peut dire que c'est quand même poussé par notamment les lobbies des big tech qui et des USA, grosso modo, qui ne supportent pas toutes les réglementations qui ont été mises en œuvre au niveau européen. Il y a d'abord le règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui est un règlement qui est appliqué maintenant dans tous les pays européens et qui protège les résidents européens contre l'utilisation de leurs données personnelles. Alors, je résume très très rapidement, mais ça s'impose aussi aux entreprises qui ne sont pas situées en Europe, mais qui utilisent les données personnelles des citoyens européens, enfin des résidents européens, donc pas uniquement les citoyens. Ce qui fait qu'un citoyen états-unien peut être, s'il est en Europe et s'il utilise des outils des big tech, peut être plus protégé en Europe qu'aux États-Unis. Mais la volonté des big tech, c'est justement de ne plus avoir des règlements, des contraintes qui leur sont imposées, notamment par le RGPD dont j'ai parlé, mais aussi par le Digital Service Act, donc qui est le règlement sur les services numériques, donc qui impose beaucoup de contraintes, qui est censé imposer des contraintes à tout ce qui est réseaux sociaux, applications, etc. Et donc le paquet omnibus est une volonté de se soumettre à ces demandes, ou peut-être pas une volonté, mais enfin c'est un accord pour modifier, notamment par exemple sur parce que donc j'ai parlé du RGPD, du DSA, règlement sur les services numériques. Il y a aussi le règlement sur l'intelligence artificielle qui est touché par ce paquet omnibus, alors qu'il n'est pas encore complètement mis en œuvre, ce règlement. Mais déjà, il y avait une protection pour les données personnelles qui était celle du RGPD, et ce qui fait que les entreprises qui développent des outils d'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle ne pouvaient pas utiliser les données personnelles protégées par le RGPD. Or là, le paquet omnibus revient sur cette protection, et notamment quelque chose qui est très grave à notre sens, c'est l'utilisation pour enrichir les systèmes d'intelligence artificielle, y compris de données personnelles sensibles. Données personnelles sensibles, c'est les données qui ont trait à la santé, à l'origine ethnique, à la religion, etc. Donc c'est quand même une atteinte très grave à la protection des données. Voilà. Je ne sais pas si... Non, ça me paraît clair. Katia, tu souhaitais peut-être compléter Peut-être, oui, pour aller dans le sens de ce que disait Maryse. Faut savoir que c'est un package qui a été présenté par la Commission européenne l'année dernière. Et effectivement, il y a deux volets. Il y a un volet données personnelles qui vient toucher au RGPD, donc au Règlement général sur la protection des données. Et il y a un paquet sur l'IA qui touche au règlement européen sur l'IA. Pas encore au DSA. En réalité, le Digital Services Act n'est heureusement pas encore concerné par le paquet omnibus, mais pourrait l'être, et c'est notre grande crainte, effectivement. Et donc, en fait, ces propositions de la Commission, qui sont donc présentées au Conseil de l'UE, donc aux États membres, et au Parlement européen, qui doivent négocier, est présenté comme une simplification, comme effectivement une manière finalement de simplifier cette espèce de millefeuille législatif au niveau européen, et aussi comme une manière d'améliorer la compétitivité des entreprises du numérique. En réalité, ce qu'on constate, et je rejoins tout à fait Marie, c'est que c'est vraiment un grand risque d'affaiblir les protections qui ont été complètement consacrées dans ces textes, qui ne sont pas parfaits, ni le RGPD, ni l'AIAC, donc le règlement sur l'IA, mais qui représentent à ce jour les textes les plus protecteurs dont on a à disposition, qu'on a à disposition. Donc oui, il y a une espèce de tentative de sous couvert de simplification, de venir en fait détricoter
des protections qui ont été arrachées de haute lutte, effectivement sur la protection des données personnelles, comme il a été rappelé sur le RGPD. Il y a aussi la question donc de l'AI Act qui n'est effectivement pas encore complètement mise en œuvre et qui risque de finalement accorder encore plus de latitude aux entreprises, notamment celles qui développent des systèmes d'IA à haut risque, donc notamment dans le domaine de l'éducation ou du travail. Tout ça a été assez strictement encadré par l'AI Act et pourrait en fait être affaibli par l'omnibus IA. Donc c'est pas encore la fin de l'histoire puisque ça va être discuté encore entre ces différentes instances de l'UE sur les prochains mois. Ils se sont dépêchés à discuter le paquet sur l'IA parce que l'AI Act devait entrer en vigueur en août. Donc, pour pouvoir effectivement modifier certaines dispositions, il fallait très rapidement les mettre en débat. La question des données personnelles, il y a un agenda moins contraint, on va le dire. Mais c'est inquiétant, en fait. C'est inquiétant parce qu'effectivement, avec cette pression qui vient notamment des États-Unis et des entreprises du secteur américain, il y a une tendance à la déréglementation avec une petite musique qu'on entend maintenant depuis un petit moment qui tend à opposer innovation et régulation. Donc, cette régulation qui est vue comme un frein à l'innovation, au progrès technologique, est très largement repris par effectivement l'administration Trump et tous les géants de ce secteur qui sont pour beaucoup américains, pas que, mais pour beaucoup. Et donc c'est assez compliqué en fait de montrer que, eh bien non, la régulation, elle ne vient pas forcément freiner un progrès social, elle vient simplement protéger des droits et des libertés fondamentales, et que la vraie innovation, ça serait le développement de technologies qui soient respectueux des droits humains. Et je trouve... Parce que sur la technologie, l'Europe a quand même globalement réussi à produire des textes certes perfectibles, mais le RGPD était quand même un règlement assez puissant et ambitieux. Le DSA et DMA pour l'aspect marché numérique est plutôt reconnu comme un outil juridique intéressant et plutôt ambitieux dans le texte. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu retournement, notamment sur le RGPD à une époque, il y a un peu ce son de cloche comme quoi ça pourrait être au contraire une opportunité économique, et je trouve que c'est intéressant aussi de le voir comme ça. C'est-à-dire des entreprises pourraient proposer les services qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire qui intègrent nativement les soucis de protection parce qu'en fait on crée un marché à partir de là. Vous le mesurez quand? Est-ce que c'est avec la cession au pouvoir de Trump? C'est très lié à l'IA? Parce que c'est vrai que du coup on voit que l'IA vient percuter complètement et justifier un détricotage. Vous le situez quand, ce revirement sur le fait qu'il faudrait tout simplifier tout le temps? Ou alors ça a toujours été là peut-être aussi, mais... Je crois pas que la simplification ait toujours été de mise au niveau de l'Union européenne. Je rappelle que pour mettre en œuvre le règlement général sur la protection des données, il a fallu à peu près 10 ans. Et pour le booster, pour qu'il soit enfin adopté, il a fallu les révélations d'Edward Snowden. Et quand les dirigeants de l'Union européenne se sont rendus compte que les États-Unis écoutaient toutes leurs conversations, tous leurs messages. On est à peu près en 2013, voilà, pour permettre aux gens de situer. Oui, tout à fait. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un affaiblissement au niveau de l'Union européenne, des droits des citoyens européens. On le voit bien avec les politiques migratoires, même si c'est un autre sujet. Encore que ce sont les textes sur sur la régulation des migrants qui sont les premiers à utiliser la reconnaissance faciale et tout ce qu'on dénonce. Donc je pense qu'il y a un affaiblissement de ces protections au niveau de l'Union européenne, et il y a aussi l'arrivée de Trump ou le retour de Trump. Voilà, et puis voilà, bon, c'est la puissance de patrons d'entreprises comme Elon Musk, mais c'est aussi lié, je pense, au développement de l'IA et la peur de ne pas en être au niveau des dirigeants européens. Peut-être pour rebondir aussi, ça touche pas que la tech, ça touche pas que le numérique. Il y a les questions et les procédures omnibus, par exemple. Il y en a une qui s'est discutée aussi en parallèle, qui a commencé avant, qui touche au devoir de vigilance des entreprises, par exemple, qui est un texte extrêmement protecteur
encore une fois arraché de haute lutte pour instituer une responsabilité entre les entreprises mères et leurs filiales à l'étranger, et qui, sous couvert de simplification, là encore, va probablement être détricoté. Donc il y a en fait quand même un mouvement, une tendance à la déréglementation, sous couvert de simplification, sous couvert de compétitivité, sous couvert d'efficacité, d'aller plus vite, etc., etc. Espèce de rationalisation en fait qui ne prend pas du tout en compte la question des droits humains, qui l'écarte, voire qui la dénigre. Donc il y a cet élément-là aussi, et je suis assez d'accord. La course à l'IA, ce mythe en fait de la course à l'IA a été un catalyseur en fait dans cette tendance à la dérégulation, parce que l'Europe à un moment donné s'est un peu posé la question de d'où elle se positionnait entre la Chine et les États-Unis. Ce mythe en fait de la course à l'IA, il faut absolument en être, il faut pas être en retard. Donc il y a eu ce moment où l'Europe s'est posée comme peut-être le régulateur. Et puis maintenant, on observe plutôt, on va essayer d'avoir effectivement une souveraineté numérique, ce qui en soi est effectivement une réflexion qui est intéressante, qui est pertinente, c'est-à-dire comment on sort de cette dépendance des entreprises américaines ou chinoises qui nous imposent en fait un modèle qui n'est pas du tout compatible avec nos valeurs ou nos droits. Encore faut-il que la motivation soit celle-ci. C'est-à-dire que encore faut-il que sous la souveraineté numérique, on entend développer des systèmes qui soient véritablement protecteurs des libertés, protecteurs des données personnelles, et pas simplement une volonté de faire du profit. Je donne un exemple dans l'AIAC, donc ce règlement européen sur l'intelligence artificielle. Il y a eu un certain nombre d'obligations qui ont été mises sur certains systèmes d'IA qui étaient dangereux. Des obligations qui pouvaient aller jusqu'à l'interdiction, mais quand il s'agit d'exporter, ces obligations et ces interdictions sortaient. Donc il y a quand même une motivation au cœur de tout ça qui est le profit économique, et c'est quelque chose qu'on va retrouver partout sur les grandes plateformes du numérique qui vont maximiser un engagement et développer un modèle souvent au détriment des droits humains, mais pour maximiser leur profit. Et ce discours de il faut déréguler, il va aussi dans le sens, alors officiellement, de la simplification et de la compétitivité. En réalité, c'est un gain économique et des profits qu'on vient chercher. Donc oui, on a un travail de plaidoyer qui est pour l'intérêt général et transparent, et en face, on a un lobby qui est opaque et qui est clairement pour l'intérêt privé, et c'est pas toujours facile de faire face à tout ça, et c'est pour ça qu'on a besoin en fait d'être nombreux et nombreuses à porter ces combats. Et je pense que tu l'as dit plusieurs fois, les victoires sont bien plus souvent arrachées de haute lutte que par la bienveillance de dirigeants dans leur tour d'ivoire pour poursuivre cette métaphore. Et je remettrai en lien, il y a un rapport très intéressant qui montre aussi le poids du lobbying, on en est je crois en 2025, c'était autour de 120 voire 130 millions sur l'année, et puis chaque année ça augmente à une proportion très importante, et c'est important aussi de le savoir. C'est un sujet, le lobbying et la transparence sur ces représentations d'intérêt, qui est un sujet de démocratie assez majeur, me semble-t-il. Alors je vois l'heure qui avance, on a énormément de sujets, on les touchera pas tous, et d'ailleurs vous en avez mentionné plein dans vos présentations, mais ça montre aussi la richesse des actions que peuvent être menées dans vos structures. Moi, en préparant l'émission, j'avais le sentiment qu'il y avait deux manières de percevoir ce lien entre le sujet des droits humains et puis des technologies numériques, celui des outils informatiques eux-mêmes, et puis leur place dans le champ de la liberté individuelle et collective, les libertés publiques. On peut par exemple, en particulier, penser à la liberté d'expression, par exemple, et puis les impacts du numérique, notamment environnementaux et sociaux, sur les sociétés humaines. Ça, on imagine un sujet vraiment de dimension mondiale. Alors je vous propose d'abord de prendre un temps sur ce lien entre outils numériques et liberté publique. Alors je me prive pas de citer, qu'il y a 30 ans, en 1996, John Perry Barlow publiait sa déclaration d'indépendance du cyberespace pour défendre un Internet comme un espace de liberté à défendre, justement. C'est vrai qu'Internet, à son origine, a profondément rebattu les cartes en matière de liberté d'expression, en rendant accessible à grande échelle la capacité de diffuser son expression à une très grande portée, et ainsi que d'accéder à des expressions plus marginales. Et puis même si depuis, ça a été très bien dit juste avant, on peut constater la mainmise d'intérêts privés sur des pans entiers de ce réseau. Et tout ce débat semble surtout s'être cristallisé, il me semble, autour du sujet qui est convenu d'appeler les réseaux sociaux. En tout cas, je trouve c'est un débat assez emblématique autour d'Internet. Est-ce que ces sujets justement des réseaux sociaux, qu'on peut prendre par plein de bouts différents d'ailleurs, fait partie de vos champs d'action? Et puis plus globalement, avec votre grille de lecture qui est la vôtre, est-ce qu'Internet est toujours porteuse de cette promesse de liberté? Question extrêmement vaste, j'en conviens.
Oui, toujours porteuse de liberté, mais les réseaux sociaux, effectivement, c'est un sujet tout à fait d'actualité et depuis longtemps, je dirais encore une fois, parce que quand sont apparus les premiers réseaux sociaux, je me souviens qu'on avait travaillé sur un projet européen et on avait donc avec plusieurs pays, plusieurs organisations, fait une bande dessinée sur les possibilités d'atteinte aux libertés créées par les réseaux sociaux, notamment par la collecte de données et le profilage. Là, je pense qu'on est beaucoup plus loin que ça, et parce que quand on regarde la façon dont sont utilisés les réseaux sociaux, et notamment auprès des jeunes, par les jeunes plutôt, on voit bien tous les problèmes que ça pose. Par la collecte de données, mais qui est due notamment à la conception de ces services qui sont offerts, entre guillemets, par toutes ces entreprises, que ça soit TikTok, que ça soit Facebook, YouTube, etc. Ça pose d'énormes problèmes. Alors, je sais pas si vous voulez que je continue sur si tu veux dérouler ta pensée, vas-y, mais après c'est comme tu veux. Je vais pas te couper ou te censurer. Non, je le sens pas comme ça, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On est en train de préparer un avis justement sur la conception des services numériques avec notamment un représentant d'Amnesty, mais d'autres organisations. Il y a donc des universitaires, mais il y a aussi ATD Quart Monde, il y a la CFE-CGC, la CAT, et j'en oublie, mais enfin donc on est plusieurs, et donc d'orientations différentes et avec des universitaires évidemment. Je mettrai en lien ce que tu as cité, les acronymes. Je vais pas te demander de tous les dérouler, mais on les mettra en référence pour les personnes qui veulent creuser. D'accord. Alors l'avis sera certainement voté le 25 juin, mais donc il n'est pas encore publié. Mais sur le site de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, vous le trouverez dès qu'il sera voté. Mais donc on a étudié comment cette conception des services numériques maintenait on va parler des jeunes, parce que c'est quand même le public le plus sensible, le plus vulnérable, même si des adultes sont en permanence sur les réseaux sociaux et n'ont plus de vie à côté. Mais pour les jeunes, il y a tout un système de maintien, donc avec une hyper personnalisation, avec des récompenses, avec des flux ininterrompus de vidéos, notamment sur TikTok par exemple. Et il n'y a aucune modération, même si ces entreprises disent qu'elles font de la modération, il n'y a pratiquement aucune modération sur les discours de haine, les propos racistes, les insultes. Voilà, donc c'est ce qui fait que pour les ados notamment, dont la personnalité est en construction, il y a un besoin de se confronter aux autres, de se comparer, il y a un besoin de reconnaissance, et donc ça peut entraîner des heures de réseaux sociaux, de maintien sur les réseaux sociaux, ce qui fait que ils peuvent, par exemple, y compris pendant les cours, consulter leurs réseaux sociaux, toute la nuit, et quand il faut qu'ils fassent leurs devoirs, ils font appel à ChatGPT pour faire leurs devoirs. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, et le problème en fait, c'est la responsabilité des plateformes qui disent offrir des réseaux sociaux. En fait, ils se payent en diffusant des publicités et en utilisant les données personnelles des utilisateurs pour faire des profilages qu'ils revendent à des entreprises. Donc le problème de la conception, c'est de la responsabilité des plateformes. Et par exemple, il y a un projet de loi d'interdiction des réseaux sociaux, enfin de certains réseaux sociaux, au moins de 15 ans, et les tenants de cette loi d'interdiction aux réseaux sociaux au moins de 15 ans disent oui, c'est pour protéger nos enfants et nos adolescents, alors qu'en fait c'est reporter la responsabilité de
de cette addiction, enfin quasi-addiction, puisque le corps médical ne parle pas exactement d'addiction, mais de quasi-addiction, c'est reporter cette responsabilité sur les parents et sur les enfants. En fait ne pas mettre en responsabilité les plateformes. Et puis en faisant abstraction de toute réalité sociale, au terme de ce que ça occupe en termes d'interaction sociale, et on ne peut pas difficilement dire à un enfant de se couper complètement de ses réseaux, parce que c'est comme ça que se constituent aussi les liens sociaux, quoi. En mal ou en bien, d'ailleurs, peut-être plus souvent. Oui, une sociologue dit, c'est comme si vous interdisiez à votre enfant de sortir dans la rue jusqu'à 15 ans, et à 15 ans et un jour, vous lui dites, allez, vas-y, débrouille-toi. Donc c'est un peu ça, parce que interdiction jusqu'à 15 ans, c'est à 15 ans et un jour, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Et de toute façon, on sait très bien que il y aura que certains réseaux sociaux qui seront interdits, donc ils vont aller sur d'autres réseaux sociaux, certainement moins surveillés et encore pire. C'est ce qu'on en voit avec ce qui se passe en Australie, depuis qu'ils ont interdit au moins de, je crois que c'est moins de 16 ans. Voilà, donc ça c'est une question. Et puis je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire ensuite. Bon, on va continuer la conversation, mais ce que je retire notamment, tu as dit beaucoup de choses, c'est qu'on voit la complexité du sujet, qu'on peut pas simplement effectivement dire c'est mal ou c'est bien, c'est un fait social aussi quelque part. Il y a différents réseaux sociaux qui existent, il y a notamment, alors je suis obligé de citer parce que c'est Mastodon par exemple, qui est donc un réseau basé sur un système de logiciels libres et sur ce qu'on appelle la fédération, donc il n'y a pas une instance centrale, une entité capable de décider d'elle-même, mais ça n'enlève pas la difficulté des sujets de la modération, de la place qu'occupent ces outils dans nos interactions sociales, etc. Katia, je crois qu'Amnesty International s'intéresse aussi à ce sujet. Comment beaucoup. Toi tu Oui, beaucoup. On a sur la question des réseaux sociaux. Alors nous, évidemment, on l'aborde avec cet angle aussi du modèle de développement économique et des choix de conception des plateformes pour bien mettre les responsabilités là où elles sont. Et on a mené plusieurs enquêtes dans beaucoup de contextes différents en réalité. Je vais pas toutes les citer, mais pour donner un peu une vision de la diversité, on a travaillé sur la manière dont Facebook avait alimenté et inondé sa plateforme de haine à l'encontre des populations Rohingya, donc une minorité musulmane au Myanmar, et avait finalement contribué au nettoyage ethnique par l'armée et les autorités du pays en 2017. On a fait une démonstration juridique de ça. On a plus récemment montré comment la plateforme X pouvait amplifier la désinformation et avait aussi contribué aux émeutes racistes au Royaume-Uni en 2024. On a pu aussi documenter, comme on l'avait fait au Myanmar, l'impact aussi des messages de haine amplifiés par les algorithmes de Facebook en Éthiopie. Enfin, on a beaucoup d'exemples en fait de recherches qui montrent comment finalement ces réseaux viennent sur des messages de haine, sur des messages de discrimination, sur des appels à la violence, etc. Amplifiés parce que l'enjeu c'est pas forcément pour les algorithmes de pousser tel ou tel contenu par rapport au message, mais plutôt de maximiser l'engagement et les contenus, on va dire effectivement polarisants, extrêmes, etc. suscitent le plus d'engagement et donc peu importe si ça peut faire du mal, ils vont être poussés par l'algorithme. On a aussi, puisqu'on parle aussi des publics cibles, documenté effectivement l'impact de TikTok sur la santé mentale des jeunes, à travers des phénomènes donc de dépendance, d'impuissance, et puis ce qu'on appelle les rabbit's hole en anglais, donc ces spirales de contenu toxique dans laquelle les adolescentes et les adolescents tombent et qui peuvent mener au pire parfois dans la vie réelle, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est ce qui se passe en ligne peut avoir des conséquences dramatiques sur ce qui se passe hors ligne. On a aussi documenté comment la communauté LGBTI+, en Pologne ou en Hongrie pouvait être aussi l'objet d'attaques en ligne. Enfin, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont facilitées par la technologie et le modèle économique des réseaux sociaux qui portent atteinte aux droits humains à certains groupes de la population ou dans un contexte particulier comme celui de crise ou de conflit. Ça, c'est une chose et c'est aussi pour ça qu'on appelle également à la modification de ce modèle économique qui repose sur la captation des données personnelles, la surveillance ubiquitaire, et finalement le déni de responsabilité des entreprises des réseaux sociaux. Ceci étant dit, on considère aussi que les réseaux sociaux sont et devraient être des espaces d'expression. Ils l'ont été
à certains moments. Les printemps arabes sont souvent l'exemple donné pour montrer que là où il n'y a plus d'espace d'expression physique, on va dire, où par exemple la société civile est réprimée, ne peut pas manifester, ne peut pas s'exprimer, eh bien il y a eu à un moment donné ce refuge en fait en ligne qui permettait de se mobiliser, qui permettait de s'organiser, qui permettait aussi à certaines personnes de sortir de l'isolement pour communiquer avec d'autres. Et c'est ce vers quoi on veut tendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'interdire les réseaux sociaux, mais de garantir des réseaux sociaux qui soient sûrs pour toutes et tous. Et c'est ça l'enjeu, effectivement. Donc, c'est le message essentiel qu'on porte auprès des plateformes en premier lieu. Et puis, pour faire aussi un peu le lien avec ta question sur les Internet, les libertés, etc., évidemment que c'est encore possible. En fait, je pense qu'une des grandes réussites des entreprises des réseaux sociaux, c'est de nous avoir fait croire que c'était le seul modèle existant. C'est d'avoir imposé un monopole sur les plateformes numériques, la manière dont elles fonctionnent, encore une fois basée sur la captation des données personnelles, la publicité ciblée, ça a été dit, et que tout ça, en fait, a empêché l'émergence de modèles alternatifs qui soient eux, plus respectueux des droits humains. C'est ça leur grande force, c'est d'avoir imposé ça dans la conscience collective. On ne peut pas faire autrement. Donc ces grands monopoles ont acquis un pouvoir tel qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu démunis. Eh bien non, il y a des alternatives. Tu as cité Mastodon. Effectivement, on peut penser les choses autrement. On peut penser des réseaux sociaux aussi qui soient sûrs. On peut penser des réseaux sociaux qui ne soient pas fondés sur la publicité ciblée. Et ça, aujourd'hui, c'est confisqué, en fait, dans la discussion, encore une fois, parce que les entreprises du numérique, parce que certains dirigeants qui sont un peu de connivence avec ces entreprises vont nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est pas du tout le cas. Donc on dénonce, on documente, on demande un changement. On est parfois taxé d'utopiste ou de naïf en disant vous demandez ça auprès de plateformes, vous croyez que ça va changer, mais en réalité l'interdiction ne changera pas tout. Effectivement, les jeunes, pour les citer, trouveront un moyen de la contourner et ça rendra pas les plateformes plus sûres. Donc il y a un combat systémique à mener qui n'est pas qu'un combat sur la modération, qui de plus en plus d'ailleurs s'appuie sur l'IA, qui est un combat sur les choix de conception. À partir du moment où ce sont des choix, ils peuvent être autres. Ils peuvent être basés sur des exigences plus démocratiques, c'est ce qu'on appelle notamment avec le logiciel libre, plus de transparence, plus de capacité de participation au débat en fait, en faire des sujets politiques. La transparence est clé en fait. Voilà. Et j'ai trouvé intéressant parce que du coup tu as fait un lien selon moi avec la chronique précédente sur l'enjeu des imaginaires. Donc c'est vrai aussi pour déconstruire le rapport très masculin de la technologie en Occident, c'est vrai aussi pour avoir cette vision très archipélisée, c'est-à-dire des îles isolées les unes des autres. La technologie permet au contraire davantage d'interopérabilité. D'ailleurs les textes européens qui manque de volonté politique dans l'application, normalement exige davantage d'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité des systèmes à discuter entre eux, et qui permettrait, par exemple, si elle était vraiment mise en place, avec Facebook, d'aller commenter une vidéo YouTube. Et en fait, rien ne l'empêche techniquement, si ce n'est la volonté de ne pas le faire, en fait. L'interopérabilité, la portabilité des données, enfin, tout ça, c'est possible. Et juste, j'ajouterais, parce que avec cette confiscation des imaginaires, il y a aussi la confiscation du débat qui devrait nécessairement revenir aux personnes expertes, techniciennes. Et en fait, quand on touche aux questions numériques, on se rend compte que généralement, les premières personnes affectées de manière disproportionnée par les technologies sont déjà des personnes qui sont déjà discriminées, déjà marginalisées, et donc qui devraient avoir d'autant plus voix au chapitre et qui sont écartées parce que ce ne sont pas des techs, en fait. Ils ne font pas partie de cette communauté. Et donc, si on ne sait pas si on n'a pas d'expertise particulière technologique, on n'aurait pas droit au chapitre. Et ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que nous, on appelle justement à ce que, oui, il y ait une approche technocritique, oui, il y ait des régulations, des interdictions, oui, on réouvre un peu les imaginaires qui sont confisqués, mais surtout, on donne aussi la parole aux personnes concernées. Et peut-être que, en plus, tu parlais de jeunesse, Marie, je garde l'heure, mais je trouve la conversation intéressante, donc on va pas la brider non plus. Sur la jeunesse, moi, je trouvais un argument qui, pour moi, était très percutant contre l'interdiction. C'était notamment sur certaines populations marginalisées, notamment jeunes, on pense aux populations LGBT notamment. C'est une manière de faire communauté aussi, d'aller trouver des personnes qui ont des vécus semblables aux nôtres, alors qu'elles sont dans leur vie hors ligne, finalement, peuvent se sentir isolées. Et les priver de réseau, ce serait aussi leur priver de cette opportunité, même si on peut regretter le choix que ce soit TikTok ou etc., Facebook, même si les jeunes sont plus sur Facebook, mais voilà. Est-ce que c'est une perception que vous avez aussi Oui, bien sûr. C'est évident que les réseaux sociaux...
on dit, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes peuvent passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux, mais ils ne font pas que ça, et ils le font pas tous. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour justement se construire, pour avoir une communauté, notamment les personnes LGBT, mais c'est aussi les personnes handicapées. Il peut y avoir, mais ils s'en servent aussi pour s'informer. Énormément de jeunes, on dit ils lisent pas les journaux, ils s'informent pas. En fait, ils lisent les informations sur les applications des journaux, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes s'informent comme ça. Ce qui est pas grave en soi. En plus, je trouve, il faut juste se demander d'où vient, parce qu'il y a le problème de désinformation, etc. sur les réseaux. Mais c'est pas le. Pardon. Alors oui, c'est aussi une question. La désinformation, ce qu'on appelle les fake news, ce qui va avoir aussi une importance. Je parlais des élections l'année prochaine tout à l'heure, mais je pense effectivement qu'il faudra être très vigilant sur ce sujet-là. Mais du coup, j'ai oublié la question sur le. Pas sur la jeunesse, mais. Oui. C'était pour montrer qu'il faut pas. On peut être technocritique tout en, mais de toute façon en fait vous l'avez toutes les deux déjà mis. On peut être technocritique tout en reconnaissant l'importance aussi des usages actuels et qu'on ne peut pas se contenter de mettre un coup près finalement. Tout à fait. Mais j'ai vraiment oublié ce que. Si ça te revient, si ça te permet d'y revenir, je suis sûr qu'il y a du temps pour d'entrer. Alors scriptum. On peut passer à un autre sujet. Alors, je vais faire un lien et je sais pas si c'était que du réjouissant ce qu'on s'est dit, mais on parlait de liberté d'expression. Tu as parlé du projet économique, mais j'ai l'impression que se développent aussi des projets politiques qui ne soient pas que économiques. Je pense notamment au rachat de Twitter devenu X sous l'influence de Musk, qui en a fait visiblement, de toute évidence même j'ai envie de dire, un objet à usage politique pour servir un certain projet politique. On voit que les technologies répondent aussi, sont utilisées à certaines fins politiques, notamment là je pense par exemple en termes de surveillance, vous l'avez mentionné toutes les deux. J'imagine que ce sont aussi des sujets qui intéressent la Ligue des droits humains et Amnesty International France. Oui, alors je commence et puis tu complètes, mais on a souvent travaillé ensemble avec la LDH, la Ligue des droits de l'homme, sur ces sujets-là. Mais oui, en matière de surveillance, effectivement, les États ont de plus en plus recours à des technologies de surveillance, de différentes manières d'ailleurs. On a des États qui peuvent utiliser des technologies de surveillance ciblées. On pense par exemple aux logiciels espions qui peuvent affecter des téléphones portables. Et donc ça, c'est plutôt pour cibler un groupe particulier de la population, donc souvent des journalistes, des avocats, des militants de droits humains, mais ça met effectivement une pression très forte sur ces membres de la société civile, et donc c'est un effet dissuasif très important. Mais en fait, il y a un continuum entre cette surveillance ciblée et une surveillance de masse, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit dans le domaine du maintien de l'ordre, dans le domaine de l'application des lois, se développer, enfin c'est déjà là, hein, c'est même exponentiel en fait, toute une architecture de surveillance à base d'abord de caméras installées au croisement des rues, puis il y a de plus en plus de caméras, donc il y a pas suffisamment d'yeux humains pour regarder les écrans, donc on va ajouter une couche algorithmique, c'est ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique, la VSA. Donc là on va confier à un algorithme le soin d'analyser des comportements qu'on aura préalablement déterminés comme étant normaux ou anormaux, suspects ou pas. Donc ça part aussi d'une vision politique et d'un usage ensuite politique qui en est fait. Et puis ça peut aller jusqu'à la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions, etc., etc. Donc voire même tous ces systèmes qui sont couplés, où là on va pouvoir identifier une personne dans une foule tout le temps, partout et à son insu. Donc là on est sur des technologies qui permettent une surveillance de masse qui, du point de vue du droit international relatif aux droits humains, ne sera jamais proportionnée, donc toujours illégale. Donc là, on a clairement une violation du droit à la vie privée, mais qui a aussi tout un tas de conséquences sur d'autres droits humains. C'est-à-dire que quand on se sent surveillé, on n'agit pas de la même manière. On va y réfléchir à deux fois, par exemple, pour rejoindre une manifestation. Donc ça vient aussi potentiellement avoir un impact sur la liberté d'expression et évidemment sur le droit à l'égalité et la non-discrimination, puisqu'on va cibler de manière disproportionnée telle ou telle partie de la population, notamment les personnes noires, les personnes racisées. Et donc il y a vraiment cet usage
politique qui peut être fait, qui est un usage répressif. Et ces abus, ils sont fréquents. Nous, on les a documentés dans plein de pays. Et il ne s'agit pas uniquement de la Chine, puisque c'est souvent le pays qu'on va citer en exemple comme laboratoire de ces technologies-là. Mais aux États-Unis, pendant les mouvements Black Lives Matter, la reconnaissance faciale a été utilisée. On n'a qu'à traverser la Manche et au Royaume-Uni également. En France, on a déjà la VSA qui s'est déployée au moment des JO avec une expérimentation qui était censée durer jusqu'en 2025, qui finalement, à l'occasion d'une autre loi JO 2030, a été prolongée jusqu'en 2027 et qui, à l'occasion d'un autre projet de loi du ministère de l'Intérieur, pourrait être renouvelée jusqu'en 2030. On voit bien qu'il y a depuis quelques années, enfin depuis un petit moment maintenant, une volonté des autorités françaises d'étendre toujours un peu plus les pouvoirs de surveillance et les outils de surveillance de la police. On a eu récemment des révélations faites par Disclose qui montraient que la police en France utilisait en toute illégalité la reconnaissance faciale sur leur téléphone de service dans la rue lors de contrôles d'identité, ce qui n'est pas du tout un cas prévu par la loi en France. Donc on voit bien ces dérives et ces abus, et je pense qu'on n'est pas encore au courant de forcément tout ce qui se passe, puisqu'on a besoin que des médias d'investigation puissent faire ce genre de révélations pour se rendre compte en fait de l'usage abusif. Donc personne n'est vraiment à l'abri en réalité, et l'argument sécuritaire qui est avancé ne doit pas masquer en fait les impacts en matière de droits humains. On nous dit finalement si j'ai rien à cacher, si vous n'avez rien à cacher, si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pas si grave. Est-ce que on donnerait son mot de passe d'adresse email ou son code pour déverrouiller son téléphone à n'importe qui? Non. Mais est-ce que pour autant on a quelque chose à cacher? Non, c'est juste. On se promène pas nu dans la rue. On se promène pas nu dans la rue. On y a voilà. Donc cette réponse un peu systématique, elle ne tient pas. Par ailleurs, l'argument de la sécurité, il ne tient pas non plus. Il a été démontré à maintes reprises que ces technologies, alors déjà en matière de prévention, n'étaient pas efficaces. Elles n'empêchent pas un crime de se commettre, et en plus n'ont pas non plus d'effet dissuasif, puisque il y a toujours une manière de contourner. Donc l'efficacité n'est pas prouvée, et pour autant l'impact sur les droits humains, lui, est avéré. Et ça reste le choix fait par les gouvernements aujourd'hui. C'est cette espèce de technosolutionnisme, cette idée de recourir de manière systématique, automatique à des outils technologiques de surveillance qui seraient un peu magiques, une manière finalement très simpliste, rapide et très visible pour l'électorat de répondre à des enjeux qui sont beaucoup plus complexes. Et finalement, ça évite d'avoir ces discussions sur les causes profondes de ce fameux sentiment d'insécurité ou des inégalités, des discriminations, etc. Et c'est aujourd'hui effectivement une trajectoire qui est extrêmement inquiétante, qui a été adoptée en France, mais globalement, c'est un peu le cas partout dans le monde, qu'on essaye de contrer, en montrant évidemment l'impact sur les droits humains, en montrant l'inefficacité de ces systèmes, et surtout en dénonçant l'effet cliquet, parce que à chaque fois qu'on passe une marche, c'est ça le fameux effet cliquet, en technologie, on passe une marche, on ne revient pas en arrière. Et petit à petit, les libertés se réduisent, et ensuite c'est beaucoup plus dur de les reconquérir. Donc oui, ça fait partie des grands combats d'Amnesty. On demande l'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins d'identification, on demande le retrait de tous les dispositifs de VSA en France et ailleurs, et on demande l'interdiction des logiciels espions hautement intrusifs et à minima un moratoire sur les autres. Donc il y a beaucoup de combats à mener, de mythes à déconstruire aussi autour de ça, et de replacer encore une fois l'humain et l'environnement au centre des discussions. Je ne changerai pas une virgule à tout ce que tu viens de dire. Maryse, est-ce que la Ligue des droits humains s'intéresse aussi à ce sujet? C'est dans votre périmètre de travail? Absolument. Oui, la vidéosurveillance, c'est un combat depuis qu'il y a eu les premières caméras installées à Asnières ou à Levallois. Effectivement, et enfin, c'est vrai que sur la VSA, il y a eu 2 missions pendant les Jeux Olympiques, une mission flash de 2 élus et la commission, rappelle-moi le nom, enfin bon, c'est un ancien conseiller d'État, donc une commission beaucoup plus large et donc ces 2 rapports ont bien dit que la VSA n'avait pratiquement servi à rien, et y compris les deux élus ont dit que c'était parce qu'il y avait un déploiement de forces de sécurité
plutôt bienveillante, c'était l'esprit Jeux Olympiques, que tout s'était bien passé, ou plutôt bien passé. Il y a eu quelques alertes sur des soi-disant départs de feu, alors que c'était des reflets de phares dans des vitrines, des objets abandonnés qui étaient des personnes sans domicile fixe qui étaient assis sur le trottoir. Donc voilà, ça n'a servi à rien, mais comme a dit Katia, c'est pas un problème, on recommence et on recommence l'expérimentation de l'expérimentation. Hein. C'est le projet de loi riposte du ministre de l'Intérieur. Et en fait, c'est absolument affolant parce que hier j'entendais un débat et une journaliste spécialiste de la police qui disait oui, il faudrait mettre la reconnaissance faciale pour les émeutes qu'il y a eu après, enfin les émeutes, si on peut appeler ça émeutes, les casses qu'il y a eu après la victoire du PSG samedi dernier. Donc, enfin, je trouve ça affligeant de s'en remettre à des outils de reconnaissance faciale pour ce genre de problème, quoi. C'est vraiment le all-in au poker. Alors, je sais plus comment dire en français. C'est-à-dire, ça ne marchait pas avant qu'il y ait de l'IA dedans. Et en fait, maintenant, la solution serait de mettre de l'IA. Mais moi, quand on me dit ça, en fait, là, je suis complètement d'accord. Tout montre que c'est inefficace pour les raisons qui sont invoquées. Mais par contre, c'est très efficace pour une autre raison que finalement, Katia, tu montrais. C'était pour faire du clientélisme électoral, pour montrer qu'on fait quelque chose, pour gonfler les muscles, et puis pour contrôler la population. Là, pour le coup, ça marche très bien pour cet effet Big Mother, c'est-à-dire qu'on intègre en nous-mêmes les restrictions. Et là, pour le coup, ça marche très bien, mais il faut d'autant plus y résister, il me semble. Maryse, oui, vas-y. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah, génial. Non, c'est pas complètement déconnecté, puisque c'est pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. L'idée, c'est de s'identifier quand on veut s'inscrire sur un réseau social. Ce qui signifie que tout le monde devra s'identifier donc il faudra s'identifier soit avec une carte d'identité, soit avec une reconnaissance faciale, enfin une identification avec un outil qui va déterminer votre âge en fonction de l'image que vous donnerez sur avec votre téléphone ou votre ordinateur. Donc alors je pense que personne n'a conscience du fait que tout le monde devra s'identifier. Mais cette identification va permettre d'avoir une surveillance encore plus généralisée, puisqu'on aura toutes les données de tout le monde, enfin tous ceux qui c'est-à-dire qu'on va donner des données extrêmement sensibles à des tiers privés qui vont devoir les collecter. Voilà. Données, et quand on voit que, y compris la NTS, l'Agence nationale des titres, oui, des titres sécurisés, donc qui permet de faire une demande de permis de conduire ou de passeport ou de carte d'identité, se fait pirater entre 11 et 13 millions de données, c'est quand même très inquiétant. Voilà. Parfaitement. Et je suis heureux que tu aies retrouvé cette idée. Je pense qu'elle nourrit très utilement notre conversation. Alors, je regarde. Il nous reste à peu près 5 minutes d'échange. Et on va essayer d'évoquer un autre sujet qui mériterait une émission à part entière, qui est les impacts environnementaux et sociaux. Là, je pense à l'extractivisme des terres rares, la gestion des déchets, à ce qu'on appelle les travailleurs et travailleuses du clic, souvent qui vivent dans le sud global et sans qui la modération des réseaux sociaux tels qu'ils sont, puis l'entraînement des IA serait tout simplement impossible, donc on est dans une nouvelle forme de colonialité. Voilà, donc sujet extrêmement vaste. Bon, voilà, peut-être en nous donner Alors, je sais pas si la Ligue des droits humains s'y intéresse. J'imagine qu'Amnesty International, qui est peut-être une dimension plus internationale, comme le dit, ça fait sans doute partie de vos champs de réflexion. Voilà, votre grille de lecture générale sur ces sujets. Oui, alors pour la LDH, on est aussi membre de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, donc on s'intéresse aussi à l'international. Mais donc on travaille avec une organisation marocaine et une journaliste française de reporter qui travaille sur les mines. Et donc là, au Maroc, c'est une mine d'extraction de cobalt, alors qui sert pas directement à l'intelligence artificielle, mais qui va alimenter les big factories de Renault et de BMW pour fabriquer des batteries de voitures électriques. Donc bon, le lien n'est pas direct, mais et donc on se bat contre les conditions de travail des mineurs. Alors c'est à Bouazer. Cette mine appartient à une entreprise qui
qui s'appelle Managem, et cette entreprise Managem est détenue par le roi du Maroc. Donc c'est un combat un peu difficile. Mais on s'est intéressé aussi aux travaux notamment d'Antonio Casilli sur les annotateurs, donc les travailleurs du clic. Il a été un des premiers à dénoncer ces choses-là, parce que maintenant les annotateurs, c'est plus simplement quelqu'un qui voit un chat sur une image et qui dit c'est un chat. C'est quand même des choses beaucoup plus poussées pour reconnaître notamment un type de bateau dans un port, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Et donc ce sont des ingénieurs en principe qui font ce travail et qui effectivement dans les pays qu'on appelle du Sud global sont payés au lance-pierre, alors que ça coûterait très cher de les payer en France ou en Europe. Mais on ne se bat pas directement contre les data centers, mais là je pense que ça va arriver, puisque vu tous les projets merveilleux de data centers qu'a décroché notre cher président, on va être obligé de s'y mettre aussi. Très bien. Katia ? Oui, effectivement, Amnesty International en fait aborde la question notamment de l'IA et de l'IA générative en particulier, puis du déploiement de toutes ces technologies, aussi du point de vue de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et donc de l'impact que ces technologies peuvent avoir sur la planète, sur l'environnement, sur les populations qui ne bénéficient pas forcément de ces technologies, voire même qui sont affectées par ces technologies en premier lieu, mais dont les ressources sont pillées, les ressources naturelles, les ressources en minerais, en eau, les terres, etc. Donc oui, il y a un enjeu extrêmement important aujourd'hui, parce qu'on voit bien, notamment avec l'essor de l'IA, à mesure que ces systèmes se développent, et notamment de l'IA générative, ce sont des systèmes qui sont de plus en plus gourmands en énergie, donc eau, ressources énergétiques, etc., de plus en plus gourmands en système de refroidissement, en infrastructure, en terre. Et donc ça, c'est pas abstrait. C'est-à-dire quand on parle de l'IA, on pense à quelque chose un peu d'immatériel. En réalité, c'est extrêmement tangible tout ça. Un centre de données, c'est énorme. Ça nécessite énormément d'énergie, d'eau pour refroidir les systèmes. Ça pollue. Ça pollue aussi au niveau du bruit. Enfin, il y a vraiment un impact qui est extrêmement fort. Et quand on est en train de multiplier effectivement les promesses de construction de centres de données, ce qu'on vient dire en réalité, c'est que si on regarde toute la chaîne d'approvisionnement, des populations dans la majorité mondiale vont être affectées de manière disproportionnée. Potentiellement, leurs terres vont être polluées. Potentiellement, elles n'auront plus d'eau. Potentiellement, l'extraction des minerais va générer des conflits et des morts. Et tout ça, en fait, c'est invisibilisé. C'est finalement, ça prend une dimension immatérielle, alors c'est extrêmement concret. Et donc oui, aujourd'hui, on ne peut pas décorréler la question du développement technologique, du développement de l'IA, des questions droits humains, mais des questions environnementales, des questions climatiques. Et encore une fois, si on se réveille d'ici quelques années, il sera trop tard, en fait. C'est les promesses aujourd'hui qui sont faites au nom de la technologie qui portent préjudice à tout cela. Donc oui, on dénonce évidemment ça de manière très forte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les personnes concernées doivent avoir voix au chapitre, parce qu'elles voient en premier lieu les impacts sociaux et environnementaux du développement de ces technologies. Je suis désolé de devoir couper court un échange, mais je trouve que ce sont des beaux propos conclusifs. Et moi, je défends toujours l'idée que tout est lié en politique, et je pense que tu viens très bien de le redémontrer. Donc encore merci beaucoup, Katia Roux. Donc tu es chargée de plaidoyer technologie et droits humains pour Amnesty International France. Merci beaucoup à toi aussi, Maryse Artiguelon, co-responsable du groupe de travail Liberté et Technologie de l'information et de la communication pour la Ligue des droits humains. Je rappelle que vos deux organisations vivent aussi des dons et des contributions financières, et puis de l'aide bénévoles qu'on peut y apporter. Donc n'hésitez pas, si vous vous retrouvez dans les engagements de ces organisations, pour aller les soutenir. Un grand merci encore, je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci beaucoup. Merci. Nous allons à présent faire une pause musicale. Alors, nous allons écouter un de mes morceaux préférés de notre playlist, Arcane par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
d'écouter Arcane par Cloudkicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre dernier sujet. À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisateurs et utilisatrices, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. Donc je vous laisse en compagnie de Laurent et de Laurette pour le 38e épisode d'À cœur vaillant, la voix est libre, intitulé aujourd'hui Retex Ipsum Laurette. Aujourd'hui, ma poussine, tu me racontes tes premiers ressentis avec ta nouvelle adresse mail et Thunderbird que nous avons installée à la dernière chronique. J'ai pas envie, flemme. Aujourd'hui, ma poussine, contre 5€, tu me racontes tes premiers ressentis avec ta nouvelle adresse mail et Thunderbird que nous avons installée à la dernière chronique. Ouais, mais encore un peu la flemme, hein. Aujourd'hui, ma poussine, contre 5€ et une perle en plastique avec un collier de même métal, tu me racontes tes premiers ressentis avec ta nouvelle adresse mail et Thunderbird que nous avons installée à la dernière chronique. Eh bah avec plaisir. Tu veux savoir quoi au juste? En fait, j'ai bien reçu tes mails, hein, qu'on soit d'accord, juste j'ai pas répondu. Bon bah déjà, ça veut dire que la réception fonctionne. On a déjà la moitié du système qui est opérationnel. Ça se fait. Je t'envoie un mail de félicitations. Youpi, jovial et sincère. Tu as réactivé dans Thunderbird la production d'un son pour chaque réception de nouveaux mails. Je suis la quintessence de la joie et du bonheur intense combiné. Ouais, alors moi aussi je trouve que c'est génial. Et on peut même choisir son propre son. Figure-toi que sur mon Thunderbird à moi, s'ajoute ta dernière chanson, bifurquer et s'émanciper à chaque mail reçu. Alors, c'est un peu long, mes collègues devinent quand je consulte mes mails perso au boulot, mais moi je m'en lasse pas et puis je suis fier de toi. Oh, c'est gentil, mais limite un peu malaisant quand même. Continue d'avancer, continue d'espérer, un pas après l'autre, l'important c'est d'essayer. Les géants vont peut-être pas tomber, et ils se sont peut-être fait blinder, mais toi t'auras pas abandonné. Ah, attends, je viens de recevoir un mail, je vais couper le son parce qu'on enregistre. Si les gens ils veulent réécouter ta chanson, bah c'est l'émission 253. Oui, le mail c'est moi d'ailleurs, c'était pour te dire que le serveur d'envoi semble lui aussi bien fonctionner. Mais alors, envoyer et recevoir des mails avec des fournisseurs alternatifs, c'est possible? Oh, bah on dirait bien. Et je n'avais pas intégré ça, mais ça veut dire qu'il y a besoin de 2 serveurs pour échanger des mails. Un pour envoyer et un pour recevoir. Et l'un peut fonctionner sans que l'autre ne fonctionne. Encore un truc appris à mettre dans ma besace. Et il faut bien l'avouer, ce n'est pas une partie de sinécure que de garder en état ce système. Alors c'est rigolo, car peu après notre dernière chronique où on expliquait, en se donnant l'air expert, que le mail, ce n'était pas simple à gérer pour les fournisseurs alternatifs, Algou, au sujet de sa messagerie Galae, en remettait une couche. Oui, dans leur lettre de mars, estampillée des 3 habituels choupinous sur i4, ils évoquent leur quotidien, je cite, « Quand cela fonctionne, l'autoconfig d'un client de mail est magique. Vous saisissez votre adresse et votre mot de passe, et votre logiciel de messagerie trouve tout seul, entre guillemets, la bonne configuration des serveurs SMTP, IMAP, protocole, port, etc. » Je poursuis. Pourtant, nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes de configuration de l'autoconfig chez nos clients, et c'est dans ces moments-là qu'on se replonge dans la complexité du mécanisme. Et je conclus, l'exemple tiré de notre récente expérience passe par un simple ticket ouvert sur le forum dédié à l'autoconfig dans Thunderbird. Le résultat, un client qui s'y retrouve et une documentation de configuration qui s'améliore, pour un guidage de nos clients encore plus efficace. Tout ça pour dire que des gens humains, avec des vrais organes dedans et 4 à 6 litres de sang, se soucient des problèmes. Et ils enrichissent des communs. Merci à eux. Après bon, c'est pas parce que ça fonctionne un jour que ça fonctionnera toujours. Et aussi, surveiller ces spams est une nécessité malgré les outils automatiques. Tout à fait ma fée. En particulier avec Thunderbird, complémentairement aux outils que peuvent déployer les fournisseurs de mails, il y a une phase d'apprentissage durant laquelle,
Pour l'aider à affiner son filtre de spam, vous allez devoir les pointer manuellement pour ceux qui passent encore et qui arrivent dans votre boîte de réception. Il faudra donc aussi de temps en temps regarder le dossier qui rassemble tous ces présumés spams pour blanchir les faux positifs. Je me demande si, pour des questions de simplicité, je ne vais pas juste réinvestir dans un pigeon voyageur à ce stade. Alors, tu ne peux pas désactiver le son quand il arrive après un long voyage. Il fait « roux, roux ». Je pense d'ailleurs que c'est cette possibilité de désactiver le son sous Thunderbird qui a convaincu les gens. Bon, et donc toi, convaincu par Thunderbird ? Alors déjà, tu fais très bien le pigeon, et ensuite, en vrai, je vais pas te mentir, mais pour l'instant, le faible temps que je peux consacrer à ça et mes habitudes font que je reste majoritairement sur mes usages ancrés de longue date. J'ouvre encore donc 2 onglets dans Firefox pour mes 2 webmails, quoi. Désolée de n'être pas plus Thunderbirdy à ce jour. Tu es déçu comme nos auditeurs et auditrices ? Non, je suis plus fort que ça. Ça me fait réfléchir. Alors, est-ce une simple question générationnelle ? Ou également une habitude qui m'empêche de regarder l'usage de manière objective ? Le fait que je sois devenu un peu plus geek que je ne le pensais et que je peux voir toutes les possibilités de Thunderbird comparées à un webmail ? Un mélange de tout ça ? Je continuerai à te donner les arguments qui font que je l'utilise et, si tu restes sur webmail à l'issue de nos échanges, c'est que les fonctionnalités ne font pas le poids face aux habitudes. Et surtout, le plus important, c'est sans aucun doute de parvenir à migrer de Gmail à Tutamail de toute façon. Et promis, j'essaierai d'écouter tes arguments. Cette expérience est intéressante et la confrontation de nos usages peut éclairer les impensés. C'est palpitant. En attendant, on peut se pencher sur le changement du SE Windows pour le SE GNU Linux, qu'en penses-tu ? Alors déjà, j'en pense que jamais tu t'arrêtes, qu'on dirait que t'as fait des enfants pour les passer sous GNU Linux, et que tu devrais peut-être expliquer aussi ce que ça veut dire SE dans la réplique précédente. Dans SE penché ou dans ce Windows ? Quand un derrière se pose, un coup de pied s'impose, évite le se pencher. SE Windows, c'est pour système d'exploitation des gens sous Windows. Par contre, SE GNU Linux, c'est pour système d'émancipation des gens sous GNU Linux. C'est le même acronyme, mais ce n'est pas du tout la même chose. Joli, et je suis absolument certaine que tu passes des nuits entières pour produire ce type de répliques. Cette donnée n'est pas publique pour des raisons principalement de sécurité. Bon, et pour ma question sur ta transition vers le système d'émancipation GNU Linux, je vais te laisser tranquille, toi et ton ordinateur. Mais je vais quand même te raconter une transition qui s'est bien passée. Là aussi, il s'agit de montrer que la montagne à franchir n'est peut-être pas au cœur du massif alpin, mais plutôt que l'on tend vers un ballon vosgien. Comme pour le changement de mail. Oui, alors du coup, Lison t'avait mis en lien avec Violette, si j'ai bien retenu, une amie à elle, qui voulait installer GNU Linux sur un ordinateur qu'elle venait d'avoir, c'est bien ça ? Oui, et je ne te cache pas que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi facilement. Surtout que quand je fais un truc, ça tombe toujours du côté de la confiture. Oh chaton ! Après, comme je n'ai pas croisé Violette et que je ne connais pas non plus ses compétences, il faut pondérer le résultat avec cet inconnu. Mais bon, accompagner une migration par mail et voir que ça aboutit, je n'aurais pas parié 5 € et une perle en plastique avec un collier de même métal. Et t'es sûr que c'était pas une IA avec qui t'as échangé ? Genre quelqu'un de mal intentionné qui te foutrait de faire une mauvaise blague ? Alors c'est exactement la question que je me suis posée quand Violette m'a envoyé son dernier mail où elle disait qu'elle avait réussi. C'est pour cette raison que j'ai retranscrit nos échanges sur le site linuxfr.org avec un article intitulé « Installation de GNU Linux, quand ça se passe bien, autant le retranscrire ». Je me suis dit, si je me suis fait en papaouter, des habitués de LinuxFR sauront peut-être détecter s'il y a entourloupe. Peut-être qu'on pourrait utiliser la technique du loup concentré recroquevillé. Ça ne démontrerait sans doute absolument rien, mais ça permettrait de filer une thématique au gré de nos chroniques, celle du loup. Par exemple, on informe Lison qui informe Violette que la chronique passe, ou on lui pointe le podcast après publication. Oui, et ensuite ? Là, on dit Violette, si tu nous écoutes, peux-tu aller mettre un commentaire sur LinuxFR ? Tu peux entre autres écrire que Laurent et Laurette t'ont obligé à commenter l'article dans la chronique À cœur vaillant, la voix est libre, et mettre le lien de cette chronique pour plus de transparence. Effectivement, ça ne prouverait absolument rien, mais alors c'est rigolo. Je valide, et je trouve chouette de ne pas être seule à passer pour un lourdeau. Merci d'être avec moi, ma fille, sur ce coup. Pas de soucis. Bon, c'est pas tout ça, je voulais aussi te parler des 2 actions phares récentes de l'April. On n'est pas là pour peler de l'ail. Laisse-moi regarder les actualités sur le site, je dirais au hasard, et parce que c'est dans ma réplique. D'abord, l'audition de l'April dans le cadre de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l'indépendance de la France.
Et aussi notre participation à une opération collective devant le siège de Microsoft France pour enterrer symboliquement 240 millions d'ordinateurs. Pas mal. On pourrait ajouter, parmi plein d'autres chouettes choses, l'article de Bouki, notre présidente, qui a répondu à une interview de Pierrick Marissal et qui est paru le 30 avril 2026 dans le journal L'Humanité. Et aussi dire qu'il ne faut pas hésiter à aller voir toutes les actualités. C'est fou de constater que de si petites équipes bénévoles et salariées réussissent à faire autant de trucs. Et oui, c'est impressionnant. Et du coup, je vais te laisser pour aller augmenter ma cotisation mensuelle à l'April. C'est tellement beau. Allez, bise mon papa à l'oiseau tonnerre. Tu as de saines occupations. À tout bientôt ma fille que j'ai faite pour la passer sous GNU Linux. C'était la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi dans un épisode numéro 38 aujourd'hui intitulé Retex Ipsum Laurette. Nous allons passer aux annonces de fin d'émission. Alors dans les annonces, je vais faire vite étant donné l'heure, mais la soirée de contribution libre jeudi 11 juin à la FPH, la Fondation pour le Progrès Humain, qui sera d'ailleurs l'invité de l'émission mardi 9 juin, premier samedi du libre, le samedi 6 juin de 14h à 18h au Carrefour numérique de la Cité des Sciences à Paris. Cause Commune propose également un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 et la prochaine soirée radio ouverte aura donc lieu le vendredi 5 juin. Et j'ai aussi envie de mentionner un événement en ligne le 17 juin, un webinaire en direct avec l'équipe de Paeco, logiciel libre de gestion associative, un beau projet porté par des personnes super que nous avions d'ailleurs reçu le 4 février 2025 dans Libre à vous dans l'émission 234 et je vous invite comme d'habitude à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture est près de chez vous ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Cala, Maryse Artiguelon, Katia Roux, Laurent et Laurette Costi, aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Pour cette émission, ce sera Elodie Daniel Girondon qui s'en occupera. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite, Chinui, bénévole à l'April et Frédéric Couchet, mon collègue. Merci également à Mario Morandi et le groupe Transcription qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Notre prochaine émission aura lieu en direct mardi 9 juin à 15h30 et nous recevrons, comme je le vous disais, la Fondation pour le Progrès Humain pour échanger sur son usage et son développement de logiciels libres au sein de la Fondation. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct donc mardi 9 juin et d'ici là, portez-vous bien.